À la dernière de l'année scolaire. Je vais commencer déjà par faire l'appel. Olivier Lebrun, présent. Vincent Guillon, Présent. Laure Cotin, Louis Le Pivin, Présent. Jeanne-Marie Hermann, Jean-Michel Sakidis, Christine Caron, Jean-Philippe Ollier, pouvoir à Vincent Guillon, Jean Bernicot, Gwenola Teston, Philippe Gevray, Patrick Mauvert, pouvoir à Paula Pilikiewicz, Pauline Guillaudel, Isabelle Cocal, pouvoir à Valérie Médon, Valérie Ledestumère, Paula Pilikiewicz, Valérie Médon, Bertrand Schneider, Aïlis Kata devrait arriver, Camille Faulk, pouvoir à Jeanne-Marie Hermann, Arnaud Brossé, pouvoir à Bertrand Schneider, Antoine Brulé-Mury, pouvoir à Jean Guilbert, et Olivier Venin, pouvoir à Louis Le Pivin, Jean Guilbert, Claire G devrait pas tarder à arriver, Daniel Der, pouvoir à Pauline Biodel, Arnaud Lancel, Alexandre Méheux, Louis-Joseph Fournier, Aurélien Méheux, pouvoir à Alexandre Méheux, Elke Seberkrub, Benoît Florence et Claire Kennel. Bien, nous vous faisons passer la feuille de présence que vous voudrez bien signer, s'il vous plaît, en face de votre nom. Alors, nous commençons traditionnellement par la désignation d'un secrétaire de séance. Y a-t-il quelqu'un qui se sent des âmes de secrétaire de séance? Jean Vernico, c'est parti, merci beaucoup. Nous procédons à l'approbation du procès-verbal de la séance du dernier conseil municipal du 3 avril 2025. Est-ce que vous avez des observations à faire sur ce procès-verbal? Pas d'observation. Comme Suzanne Egal n'est plus là, il n'y a plus d'observation. Ok, donc nous procédons à son approbation. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. Juste une petite... avant de démarrer, vous avez trouvé sur votre pupitre un petit ruban vert comme ça, que vous pouvez arborer quand vous voulez, où vous voulez. C'est la marque du fait que Viroflay est ville ambassadrice du don d'organes depuis la semaine dernière. Donc, et dimanche dernier, c'était la journée nationale de la réflexion sur le don d'organes. Donc, voilà, c'est le ruban vert qui a cette signification-là. Euh, voilà, et on a eu une magnifique conférence qui a permis de lancer cette distinction ou cette action menée par la ville de Viroflay sur la promotion, si on peut dire ça comme ça, du don d'organes. Voilà. Il y a un certain nombre de délibérations qui consistent à constater le départ de Suzanne Egal et l'arrivée d'une nouvelle conseillère municipale. Donc, en l'occurrence, il s'agit de Claire Quesnel. Et donc, nous allons devoir revoter un certain nombre de désignations dans les commissions. Euh, Mme Quesnel, vous voulez dire un petit mot? Là, vous m'entendez? Oui, oui, je voulais dire un petit mot là pour démarrer. Je voulais vous dire que j'étais très honorée d'occuper cette place et que, évidemment, je ferai de mon mieux pour avoir une position critique et constructive, en accord avec les valeurs de cité que je partage complètement. Je rajoute que le départ de Suzanne est une grande perte pour la ville. Elle a toujours privilégié l'intérêt collectif à ses intérêts personnels. Et c'est vraiment dommage qu'elle ait dû partir pour des raisons de logement, alors qu'elle est elle-même tellement investie dans l'accessibilité au logement pour tous. Donc, au nom de Cité, je tiens à remercier Suzanne pour son investissement et tout le travail qu'elle a accompli ici. Merci. Merci. Voilà, merci de ce petit mot. En fait, normalement, tous les élus ici sont très attachés à l'intérêt général, normalement. Donc, en fait, on est tous là pour l'intérêt général, mais Suzanne Egal était très active, notamment dans le domaine des mobilités et du logement, effectivement. Bien. La première délibération consiste donc à installer donc Claire Quesnel comme en tant que conseiller municipal et de modifier le tableau en conséquence. Quand je dis le tableau, c'est le tableau des élus.
Et donc, Claire Quesnel se retrouve en dernière position du tableau. Mais comme on dit, les premiers seront les derniers et ainsi de suite. Donc, chacun y voit le signe qu'il veut, en l'occurrence. Voilà, ça, c'est simplement un prendre acte. Il n'y a pas de vote sur cette délibération. C'est donc un prendre acte de cette installation de Madame Quesnel, qui salue la foule en délire d'ailleurs au passage. Voilà, très bien. Euh, pour les délibérations suivantes, en fait, on a proposé, si vous le voulez bien, en fait, que Mme Quesnel remplace poste pour poste, en fait, Suzanne Egal, pour éviter de faire des chambardements à moins d'un an des prochaines élections. Ça me paraissait plus logique, en fait, de le faire. Et donc, on va procéder comme on le fait habituellement. Donc, remplacement d'un élu, donc Suzanne Egal au sein de la commission thématique numéro 1 qui s'intitule Finance, Urbanisme, Travaux, qui se réunit traditionnellement quelques jours avant le conseil municipal. Donc, et donc, la composition de cette commission, c'est donc Jean-Michel Sakidi, Jean-Philippe Ollier, Louis Le Pivin, Jean Bernicot, Isabelle Coqueleric, Philippe Gevrey, Antoine Brelet-Mury, Valérie Médon, Claire Gay, Arnaud Lancel et Claire Quesnel. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vous propose de voter pour cette composition de commission numéro 1. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Unanimité, je vous remercie. La délibération suivante, il s'agit de remplacer un élu dans la commission d'appel d'offres. Là, c'est un tout petit peu plus compliqué parce que c'est un scrutin dit scrutin de liste et normalement, c'est un scrutin à bulletin secret et ainsi de suite. Donc, je vous propose de procéder exactement de la même façon que les fois précédentes, c'est-à-dire de constituer une liste bloquée dans laquelle les différents groupes du conseil municipal sont représentés, soit en tant que titulaire, soit en tant que suppléant. Et donc, je propose la liste suivante de titulaires, donc Jean-Philippe Pollier, Louis Le Pivin, Jeanne-Marie Hermann, Jean Bernicot, Arnaud Lancel, et en suppléant, Pauline Biodel, Vincent Guillon, Philippe Gevrey, Patrick Homovert et Claire Quesnel. Donc là, il manquait un membre de la laïcité, donc je vous propose de mettre Claire Quesnel en tant que membre suppléant, qui sera suppléante de Arnaud Lancel, d'ailleurs. Mais comme on l'avait dit à Suzanne Egal, vous pouvez y assister, mais si Arnaud Lancel est présent, mais sans voix délibérative, si vous le souhaitez. Voilà, c'est une façon de faire en sorte d'avoir l'ensemble des groupes représentés, parce que c'est très normé, cette commission. Est-ce que cette liste de titulaires et de suppléants, est-ce que vous êtes d'accord pour voter à main levée? Pas d'opposition, pas d'abstention. Est-ce que cette liste vous agrée? Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité. Je vous remercie également. La commission suivante, c'est la commission consultative des marchés à procédure adaptée, la COMAPA. Et donc là, nous aurions donc voilà, cette liste-là, et à la place d'un représentant de la liste citée, donc je vous propose de mettre donc Claire Quesnel. Donc c'est également une liste bloquée qu'on vous propose d'agréer ce soir. Y a-t-il des oppositions, des abstentions, unanimité? Je vous remercie. Voilà, vous êtes définitivement installés, pas jusqu'aux prochaines élections, après on verra, hein. Rien n'est définitif pour aucun d'entre nous. Nous passons maintenant aux autres points de l'ordre du jour, un peu plus classique, j'allais dire, à commencer par le rapport d'activité de la délégation de service public sur la gestion du centre aquatique Les Bertizettes. Alors, vous avez reçu dans le dossier l'intégralité du rapport d'activité avec des éléments chiffrés sur la fréquentation, sur les activités qui s'y passent, les actions de communication, sur le personnel, sur les finances, un certain nombre d'éléments importants. Je ne vais pas refaire l'ensemble puisque nous avons eu à la fois la commission thématique qui s'est tenue mardi soir. Nous avons eu hier la commission consultative des services publics locaux, la CCSPL, qui s'est réunie également pour examiner ce rapport d'activité comme il se doit avant le conseil municipal. Donc je vais donner juste quelques éléments. Simplement, le CAB fonctionne parfaitement.
Quand je dis parfaitement, c'est qu'il monte en puissance en termes de fréquentation. Je crois qu'on a une fréquentation de 5% supérieure à celle de 2024, 2023. On arrive pratiquement à 170 000 entrées au CAB. Il y a encore des possibilités d'augmenter la fréquentation. Donc voilà pour cette partie fréquentation. Les cours, les passes et tous ces trucs-là sont pris d'assaut. Il y a eu beaucoup d'augmentation au niveau des passes Aquazen, Aquagym, en fait tous les passes possibles qui existent. Donc là, c'est un vrai succès également. Il y a parfois des opérations commerciales du type 12 entrées pour le prix de 10 sur la carte. Donc n'hésitez pas à saisir cette occasion. Il y a, que voulais-je dire d'autre là-dessus? En termes de compte de résultat, ce qui est important à voir, c'est que le compte de résultat cette année dégage un résultat positif de environ 200 000 euros contre un peu moins de 100 000 l'année dernière. Voilà. La toute première année était déficitaire de façon très importante. La deuxième était déficitaire de façon moins importante et les deux suivantes sont bénéficiaires. Donc, on a donc une augmentation significative du résultat qui pourra donner lieu à un moment donné à une partie de rétrocession à la ville à partir du moment où un certain nombre de conditions seront remplies, notamment d'avoir éclusé les reports déficitaires antérieurs et puis avoir fait un excédent supérieur à l'excédent envisagé au niveau prévisionnel du contrat. Voilà un peu ce que je voulais dire en fait en très très grand résumé. Si, une dernière chose, c'est le fait que il est confirmé que c'est un bâtiment qui est assez peu consommateur en matière énergétique. Notamment l'énergie la plus consommée, c'est de l'électricité. Le gaz est utilisé pour chauffer l'eau uniquement, et l'électricité pour l'ensemble du bâtiment. Donc, c'est une piscine qui consomme environ 75% d'énergie en moins qu'une piscine construite il y a une dizaine d'années. La piscine de référence est dans celle de Saint-Cyr, l'école, qui est exploitée par le même groupe que celle de Viroflay. Donc, il y a des éléments de comparaison de cette façon-là. Un bâtiment récent consomme beaucoup moins et il y a plein de technologies qui permettent de récupérer la chaleur résiduelle, notamment pour la réinjecter dans le chauffage des douches, par exemple. Voilà, c'est un point important que je voulais signaler parce que c'est un élément marquant de cet équipement qui a été ouvert maintenant il y a 4 ans, puisqu'il a été ouvert en juin 2021. Voilà, une présentation très rapide en fait de ce rapport d'activité. Y a-t-il des demandes de parole sur ce rapport d'activité? Pas de demande de parole, donc nous prenons acte que ce rapport vous a été présenté. Je vous remercie. Nous passons à des versions suivantes qui concernent aussi le CAB. Il s'agit ici d'un avenant à notre contrat de délégation de service public. Un avenant plutôt technique, hein, que je qualifie de technique, qui ne change en rien l'économie générale de ce contrat. Et l'avenant en question, en fait, concerne le fait que euh, les contributions qui sont versées par la ville sont censées être révisées 2 fois dans l'année en fonction d'indexation prévue dans une formule. Et dans un souci de simplification, on propose que cette indexation et cette bonification ne soit apportée une seule fois dans l'année, c'est-à-dire le 1er octobre de chacune des années. Ça, c'est un point de simplification. Le deuxième point, c'est le fait que nous devons intégrer, comme c'est un bâtiment qui est à des fins de service public, nous devons intégrer un certain nombre d'éléments liés au respect d'un certain nombre de règles sur la laïcité, sur un certain nombre de règles de fonctionnement, principalement à destination du personnel qui doit faire preuve de neutralité dans tous les domaines possibles. Et donc, c'est une phrase qui est rajoutée donc, il y a égalité, laïcité et neutralité dans les obligations qui pèsent sur le personnel. Voilà à peu près les éléments que je pouvais vous donner sur cette modification, cet avenant au contrat.
qui a été signé il y a déjà quelques années, avant que la société soit construite, que la piscine soit construite, bien évidemment. Voilà. Y a-t-il des questions sur cet avenant? Pas de questions, donc on passe au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. Nous allons passer à la rubrique urbanisme et je vais donner la parole à Jean Bernicot, maire adjoint en charge de l'urbanisme, pour vous parler d'une subvention pour surcharge foncière au profit de Habitat et Humanisme. Merci, monsieur le maire, chers collègues. Donc, la ville a proposé à Habitat et Humanisme, qui possède déjà 27 logements sur la commune, d'acquérir en VFA 8 logements PLAI. Cette acquisition se fera sur la base de 3 600 € hors taxe par mètre carré de surface habitable. Remontant total d'1 545 000 €. Le financement de cette acquisition se fera pour 35% à hauteur des fonds propres d'Habitat et Humanisme, pour 38% par des prêts de la Banque des Territoires et par 27% par des subventions de l'État, de la région et de la ville. En effet, comme cette année, Habitat Humanisme ne pourra pas compter sur la subvention habituelle versée par le Conseil départemental des Yvelines pour des raisons budgétaires que vous connaissez, Habitat Humanisme a sollicité de la part de la ville une subvention de 8 000 € par logement, soit au total 64 000 €. Cette subvention d'équilibre de 64 000 € sera bien entendu déductible des pénalités SRU dont la ville est redevable. Et en contrepartie, la ville se fera attribuer un droit de réservation sur un appartement T3. Il est donc demandé au Conseil de bien vouloir approuver l'octroi de cette subvention à Habitat et Humanisme. Merci, Monsieur Bernicot. Y a-t-il des demandes de parole sur cette délibération de subvention? Pas de demande de parole, donc nous passons au vote. Ah si, pardon. Monsieur. Dans la délibération, il est cité la réservation de 2 logements. Il y a un logement de la subvention et il pourra y avoir 2 logements supplémentaires dans le cadre de la garantie d'emprunt qui sera sollicité ultérieurement. C'est vrai que c'est pas rédigé comme ça dans la délibération. Ok, si on peut en avoir 3 sur 8, c'est plutôt pas mal. Voilà, merci. Donc, on passe au vote. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie. On est arrivé au niveau de la construction, on arrive au dernier étage du bâtiment. Donc, non pas que ça touche à sa fin, mais voilà, on va arrêter de monter. Les cloisons sont en train enfin, les murs extérieurs sont en train de se monter dans le chantier actuel. Le point suivant, je vais donner la parole à Louis Le Pivin, maire adjoint en charge du patrimoine de la ville, et qui va vous exposer une demande de permis de construire. Merci, monsieur le maire. Donc, la ville est propriétaire de 2 logements qui sont situés au rez-de-chaussée du 2 avenue de Versailles et qui, jusqu'en 2019, étaient des logements dédiés au personnel communal. La commune souhaite mettre en bail au profit de 3 médecins et d'une infirmière ou d'un infirmier ces 2 logements, à l'instar de ce qui est fait au cabinet Marivelle, avenue Leclerc, et au cabinet Boulevard de la Libération. Le changement de destination des locaux et les quelques aménagements nécessitent un permis de construire. Donc, il nous faut autoriser monsieur le maire à pouvoir déposer une demande de permis de construire au nom de la commune. La commission numéro 1, Finances, Urbanisme, Travaux, a eu ce projet présenté à sa réunion du 24 juin 2025. Je vous propose donc, mes chers collègues, d'autoriser monsieur le maire à déposer un permis de construire pour le bâtiment situé 2 avenue de Versailles et de donner à monsieur le maire pouvoir pour signer toutes les pièces nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. Merci, monsieur Le Pivin.
Donc, ça fera un troisième cabinet médical, propriété de la ville, dans lequel nous pourrons loger des médecins qui sont d'ores et déjà identifiés. Oui, Madame Quesnel, mais je vous en prie, vous la main, c'est parfait. Oui, j'avais une question. Donc, je vous remercie de porter de l'intérêt à l'accès aux soins médicaux dans notre ville, hein, dans ce contexte de désert médical qui s'accroît sur le territoire. C'est très important d'attirer les médecins et c'est bien votre intention. Avant de décider les travaux pour ce nouveau centre, nous aimerions connaître quelles sont les études et analyses qui ont déjà été menées pour orienter vers cette proposition. Parce qu'il y a déjà 2 centres du même type, hein. Donc l'avenue du Général Leclerc, mais qui fonctionne depuis longtemps, qui était déjà en place, hein. Et puis le deuxième centre, rue de la Libération. Donc là, ça ressemble plus à ce projet actuel, hein. Je voudrais savoir quel est le retour d'expérience sur ce centre. Est-ce que des médecins ont pu être attirés? Est-ce que les conditions sont les bonnes? Parce qu'en fait, il semble que les jeunes médecins cherchent surtout à se regrouper pour bénéficier de ressources communes, de matériel commun et de conditions de travail plus compatibles avec leur vie personnelle. Et donc, c'est important qu'on ait ce retour d'expérience avant de décider de la suite, hein, pour le long terme. Je vais donner la parole à Vincent Guillon qui, dans ses compétences de premier adjoint, a la santé, donc qui est parfaitement au cœur du sujet. Alors, dans ce futur cabinet médical, donc 2 avenue de Versailles, nous sommes en contact depuis plusieurs semaines avec 3 jeunes femmes médecins généralistes qui se sont engagées verbalement à venir exercer dans ce cabinet et en contact avec une infirmière. Et donc, Viroflay, comme malheureusement beaucoup de villes de notre pays est en déficit sur le plan médical, et donc c'est une très bonne nouvelle parce que nous avons à peu près aujourd'hui 10 médecins généralistes sur Viroflay, mais il y a des départs à la retraite qui se dessinent, et donc il faut prévoir l'avenir, en particulier dans ce quartier qui est assez peu desservi par des médecins généralistes. Le cabinet Marivel, la ville l'a acquis en 2019, a évité la fermeture de ce cabinet, sinon le local était revendu pour faire à nouveau des logements, et aujourd'hui ce cabinet est au complet. C'est-à-dire que nous avons une sage-femme, nous avons une infirmière, nous avons 3 médecins généralistes à temps plein et nous avons un chiropracteur, une orthophoniste et une secrétaire médicale. Donc, et une psychiatre. J'oubliais aussi de signaler qu'il y avait une psychiatre. Le cabinet Boulevard de la Libération a été acquis plus récemment par la ville. C'était un local commercial qui a été transformé en cabinet médical. Et sur les 3 locaux, il y en a déjà 2 qui sont occupés par une pédiatre et par un médecin généraliste qui exerçait auparavant au cabinet Marivel, qui l'a quitté, mais qui était remplacé par une femme médecin qui est nouvelle à Viroflay. Donc nous avons plus de médecins aujourd'hui grâce à ces différentes interventions. Mais le nombre plafonne un peu parce qu'il y a des départs à la retraite. Donc nous essayons au maximum de compenser. Et j'ajouterais que les conditions financières qui sont proposées à ces médecins sont tout à fait exceptionnelles, puisque les loyers, je crois, sont entre 400 et 500 euros par mois pour chacun des médecins, ce qui est assez faible pour un médecin. Donc, et c'est aussi pour ça que nous pouvons aussi attirer des jeunes médecins et que le projet qu'on a lancé en fait sur le 2 avenue de Versailles en fait a aussi bien plu aux médecins que nous avons pu rencontrer, dont la plupart sont des locales, en fait, qui habitent soit à Viroflay, soit à Versailles. Et réside effectivement à proximité immédiate de Viroflay. Voilà, on a répondu à votre question ou, j'avais l'impression. Ouais. Ah, oui, vous avez répondu en partie, mais par contre, sur le cabinet Boulevard de la Libération, il n'est pas encore complet. Non, il manquait Non. encore une personne. Non, il y a un bureau qui est disponible, mais si vous avez la recette miracle pour faire venir des médecins, on est preneur, hein, on passe des annonces, les réseaux fonctionnent, et effectivement, on souhaite l'arrivée d'un médecin généraliste dans cet espace. Il y a des médecins spécialistes qui sont venus voir, mais le local disponible ne fait que 15 mètres carrés, à peine 16 mètres carrés, et donc ce n'est pas adapté pour certains types de spécialistes. Donc on avait une gynécologue qui était intéressée, mais le local était trop petit pour elle. Donc, ça n'a pas pu aboutir. Quant à la question des médecins qui souhaitent travailler ensemble, c'est bien pour ça que, en fait, on a d'un seul coup, 3 médecins, une infirmière,
qui arrivent parce qu'elles se connaissent, et donc elles ont eu envie de faire un projet ensemble. Et en fait, on n'avait pas en prendre une de ces trois-là pour la mettre au cabinet ouvert de la Libération, parce que l'affectio societatis, en quelque sorte, était important. Donc, elles avaient, et on avait décidé, il y a assez peu de temps d'ailleurs, de dédier ce local-là à un cabinet médical, donc qui, à mon sens, équilibre bien l'ensemble, parce qu'on a un cabinet médical à l'est de Viroflay, un au centre et un à l'ouest. Voilà, ce qui fait que ça fait une offre municipale, en tout cas, qui est tout à fait satisfaisante. Et j'ajouterais que dans ce local du 2 avenue de Versailles, donc non seulement il y a les bureaux médicaux pour 3 médecins, un bureau pour une infirmière, mais il y a également un local qui pourra accueillir un interne. Et donc on prépare l'avenir aussi en accueillant des internes en médecine générale qui éventuellement pourront décider de venir exercer plus tard à Viroflay. Voilà, vous savez, c'est un travail. Vincent Guillon, en fait, ça l'occupe quand il n'est pas dans les élections, ça l'occupe une bonne partie de son temps parce que c'est un sujet qui est complexe et qu'on travaille en lien avec un certain nombre d'autres acteurs, notamment associatifs professionnels, hein, pour faire en sorte de trouver les médecins qui conviennent. Je vais tirer dessus là ou merci beaucoup. Donc, on n'a pas voté, je crois, pour cette délibération. Donc, nous passons au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Il y a une sorte de frémissement du côté du groupe Cité. Non? Donc, unanimité. Je vous en remercie. Et surtout les Viroflésiens, je vous en remercie. Je vais passer la parole à Bertrand Schneider qui va vous parler des avaloirs. Merci, monsieur le maire, chers collègues. En l'absence de Jean-Philippe Ollier, il me revient de vous présenter cette délibération. Il s'agit de régulariser administrativement la réalisation par la ville d'une mission de Versailles Grand Parc. En effet, vous le savez, Versailles Grand Parc s'est vu transférer en 2020 la compétence assainissement. Parmi elles, il y a la surveillance des avaloirs. Nos services techniques étant quotidiennement sur le terrain, il est logique que VGP délègue cette mission à nos services, comme ça se fait dans les autres villes de l'agglomération. Cette mutualisation de moyens aurait dû être intégrée en fait dans une convention signée en 2022, et donc la délibération de ce jour a pour objet donc de régulariser ce point. Très concrètement, Versailles Grand Parc rétribue la ville pour une mission de surveillance, de nettoyage du dessus des avaloirs présents sur la commune et d'alerter aussi les services de Versailles Grand Parc en cas de problème. Voilà, il vous est proposé donc d'approuver cette convention de mutualisation des services avec Versailles Grand Parc et d'autoriser monsieur le maire à signer la dite convention. Bien, cette convention s'inscrit dans un cadre de mutualisation plus large en fait de services entre Versailles Grand Parc et soit la ville-centre, soit les villes concernées pour essayer d'avoir au plus proche des territoires les services qui nécessitent d'être au plus proche. Travailler sur les égouts, en fait, c'est du ressort de Versailles Grand Parc, mais les avaloirs, on a des services qui parcourent la ville en permanence, donc ils peuvent de cette façon consacrer du temps à cette surveillance des avaloirs et à les dégager le cas échéant. Y a-t-il des demandes de parole? Non. Nous procédons donc au vote de cette délibération. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. La délibération suivante, je vais donner la parole à Gwenola Tesson, maire adjoint en charge de l'éducation et de la jeunesse, pour vous présenter une convention entre la ville et l'école privée Saint-François d'Assise, convention qu'on retrouve tous les 3 ans généralement. Oui, c'est ça. Mes chers collègues, donc je vous présente la convention de participation financière de la ville pour l'école privée Saint-François d'Assise. En fait, la ville de Viroflay donne une participation aux frais pour les élèves viroflésiens qui sont scolarisés dans l'école Saint-François d'Assise. Les montants des contributions ont été calculés en fonction
des frais pour les élèves des écoles publiques. Et le rapport donne un montant de 610 € par élève scolarisé en élémentaire, alors que précédemment, il y avait 515 €. Et pour les élèves scolarisés en maternelle, le montant est de 1770, avec une augmentation également, puisque précédemment, le montant était de 1450 €. L'augmentation qui est de près de 21% s'explique par plusieurs choses. Tout d'abord, on a intégré certaines participations comme la piscine qui ne rentrait pas en compte dans la première convention parce qu'il n'y avait pas de piscine en 2019. Également, il y a une augmentation substantielle pour les élèves scolarisés en maternelle de la masse salariale des ATSEM, puisqu'il y a eu des titularisations et puis il y a une augmentation du point réglementaire. Et également, il y a eu une augmentation des fluides, du coût des fluides, de l'énergie depuis 2019, depuis 6 ans. Donc, ce montant est en fonction du nombre d'élèves viroflésiens qui sont scolarisés dans l'école Saint-François d'Assise. Donc, il y a un montant total de 174 220 € pour les élèves. Et la convention est signée pour 3 années scolaires à partir de l'année scolaire prochaine, donc 2025, et qui est en cours jusqu'à 2028. Donc, je vous propose de voter cette convention et de donner l'autorisation à monsieur le maire de la signer. Y a-t-il des demandes de commentaires sur cette délibération? J'en ferai un, dans le sens où, lorsqu'on a passé une première convention qui était donc il y a 6 ans, en 2019, la scolarité des maternelles n'était pas obligatoire. La scolarité n'était obligatoire qu'à partir de 6 ans et pas de 3 ans. À l'époque, nous n'avions pas de participation pour les maternelles. C'était uniquement pour les élémentaires. Lorsque le gouvernement a décidé de rendre la scolarité obligatoire à partir de 3 ans, donc les maternelles se sont vues concernées et donc il a fallu contribuer à la participation des maternelles dans l'école Saint-François, qui est la seule école privée du Reflet. Et à l'époque, l'État avait décidé de nous rétribuer, comme c'était une décision unilatérale de l'État, de nous donner une compensation, pas totale d'ailleurs, parce qu'on s'en est rendu compte rapidement. Et donc, ce que je crains aussi, c'est que comme toute compensation de l'État, cette compensation disparaisse. De toute façon, elle n'est pas à hauteur de ce qui est dépensé ici. Voilà, donc ce qui fait que clairement, vous m'entendez souvent le dire ici, hein, Mme Kennel, mais en l'occurrence, c'est des décisions qui, au final, s'imposent aux communes sans que nous en ayons sans que nous ayons la capacité soit de nous y opposer, soit de demander le financement à ceux qui l'ont décidé eux-mêmes. C'est assez classique en France, hein, depuis des dizaines d'années en tout cas. C'est pas lié à tel ou tel gouvernement, hein, je vous rassure, hein. Enfin, je sais pas si c'est rassurant en tout cas. Voilà sur mon commentaire. Et donc, nous allons procéder au vote de cette délibération. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? 3 abstentions. Je vous remercie. Nous en arrivons à la dernière délibération de cette séance. Et donc, je vais passer la parole à Jeanne-Marie Hermann pour vous proposer de nous transporter dans l'Essonne, dans la ville de Villejuste. Oui, merci Monsieur le maire. Bon, mes chers collègues, donc vous savez, donc la ville de Viroflay adhère au CIGEIF et le CIGEIF a accepté l'adhésion d'une nouvelle commune pour la compétence gaz lors de son CA de février 2025. Et d'après le Code des collectivités territoriales, les différentes communes adhérentes à cette compétence dans le secteur du CIGEIF sont tenues d'être informées et d'approuver cette adhésion. Alors la ville en question, c'est la ville de Villejuste, qui est une ville de l'Essonne, qui est située à 3 km au sud de Palaiseau, qui a 2500 habitants, qui adhérerait donc pour la compétence gaz, ce qui porterait le nombre d'adhérents du CIGEIF à cette compétence à 193 communes. Voilà, donc on vous demande d'approuver cette adhésion et
Donc, toutes les communes du CGIF sont sollicitées en même temps pour donner leur accord. Très bien. Opération hautement importante. Y a-t-il des demandes de parole? Aucune. Eh bien, nous procédons au vote. Des oppositions, des abstentions, unanimité. Je vous remercie. C'est donc la fin de notre séance, la dernière délibération ayant été votée. Il est 20h35, c'est magnifique. Ceci dit, ça n'est pas tout à fait la fin, puisque j'ai reçu 2 questions, une de chacun des groupes minoritaires. La première que j'ai reçue dans l'ordre d'apparition, c'est celle du groupe VCV, à qui je vais proposer de la lire, et je ferai une réponse à la suite. C'est vous, C'est monsieur moi, Béot. Alexandre. Allez-y. Monsieur le maire, mes chers collègues, la liste Viroflay et vous souhaite aborder un outil d'évaluation budgétaire, le budget vert. Le budget vert est une évaluation environnementale du budget qui vise à qualifier les impacts sur l'environnement, notamment sur le climat et la biodiversité, de chacune des dépenses incluses dans le budget d'une collectivité. Sa mise en place fait suite au vote du Pacte vert pour l'Europe de décembre 2019, traduit dans le droit français en 2024. Cela consiste à créer une annexe environnementale, impact du budget pour la transition écologique, à partir du budget 2024. Annexes devant être fournies lors du vote du compte administratif 2024. Le budget vert, appelé aussi I4, méthode I4CE, un acronyme anglais signifiant Institute for Climate Economy, couvre les enjeux climatiques et pourra être étendu à d'autres enjeux environnementaux, voire sociaux. Il existe d'autres approches comme le budget carbone, le budget climat, le budget pondéré, la normalisation, ISO 14000, ou encore la méthode se basant sur les objectifs de développement durable qui ont leurs avantages et leurs inconvénients. Nous resterons sur la méthode I4CE qui a le mérite d'être relativement simple à mettre en œuvre. En effet, elle se décompose en 2 volets, l'atténuation et l'adaptation. Pour le volet atténuation, il faut concrètement classer chaque ligne de dépenses budgétaires dans l'une des 6 catégories colorées possibles. Très favorable en vert foncé, favorable sous conditions en vert clair, neutre en gris, défavorable en rouge, à approfondir en jaune et indéfini en blanc. Un principe similaire s'applique pour le volet adaptation. Le but final étant de satisfaire la taxonomie européenne. L'intérêt est de pouvoir créer des indicateurs visuels lors des communications sur le budget de la ville à l'aide de camemberts et graphiques à barres. Cela permet également de se fixer des objectifs mesurables tous les ans afin de réduire réellement les impacts climatiques associés aux dépenses budgétaires. Les élus et les services techniques peuvent influencer les arbitrages budgétaires plus facilement. Une formation des équipes techniques est évidemment vivement conseillée afin de les faire adhérer à cette évaluation environnementale du budget et de gagner en efficacité dans sa mise en œuvre en évitant des erreurs de catégorisation. Voici donc nos questions concernant la mise en œuvre du budget vert à Viroflay. Quelle est la méthode d'évaluation environnementale du budget choisie par la ville de Viroflay? Quels objectifs environnementaux vous êtes-vous fixés pour les futurs budgets de Viroflay, sachant que la ville peut être soumise à des aléas tels que la perte de la taxe foncière provenant de la RATP? Nous vous remercions pour votre attention. Bien. Monsieur Méheu, je vais commencer ma réponse par une question. Est-ce que vous pensez sincèrement que le budget vert est un outil de pilotage et d'arbitrage de notre budget? Je pose la question, j'y réponds tout de suite. En réalité, le dit budget vert porte mal son nom. En fait, ce n'est pas un budget, mais un constat a posteriori du niveau de vertu environnementale des investissements réalisés par les collectivités et uniquement des investissements. Il s'agit en réalité d'une nouvelle injonction de l'État qui fait suite à une injonction de l'Europe de produire une nouvelle annexe au CFU, au compte financier unique, c'est-à-dire aux dépenses réalisées au titre de l'exercice précédent. Je m'explique, ce budget vert n'est conçu qu'à des fins statistiques
pour permettre à l'État de consolider au niveau national l'ensemble des investissements des collectivités. C'est tout. Si vous vous intéressez à cette annexe que vous avez reçue avec le CFU, je suis juste surpris que vous n'ayez pas posé votre question au moment du vote du CFU. Le moment aurait été plus approprié qu'aujourd'hui. Cette annexe n'a, à mon sens, strictement aucun intérêt pour notre pilotage budgétaire, d'autant que cela fait plusieurs années que nos investissements sont élaborés pour répondre aux enjeux environnementaux, car ces aspects de défense de l'environnement et de durabilité de notre planète sont au cœur même de notre action. Dans nos présentations lors du débat d'orientation budgétaire, du budget ou du compte administratif, et dernièrement du CFU, ou lors de nos réunions publiques d'information, nous utilisons systématiquement un pictogramme spécifique pour indiquer les projets à vocation majoritairement écologique ou vertueuse pour l'environnement. De même pour les investissements en lien avec l'accessibilité. Et deuxième élément, l'injonction de l'État n'est en plus que très partielle. Pour 2024, elle ne comprend que l'axe 1, lutte contre les changements climatiques, les 5 autres axes étant à présenter à partir de 2025 seulement. Par ailleurs, et je vous le projette ici, il est à noter que certains comptes d'investissement n'étaient pas prévus dans le décret d'application publié en juillet 2024, dont le compte 21 314 intitulé Bâtiments culturels et sportifs. Ce qui veut dire que le budget vert que nous avons présenté dans l'annexe au CFU 2024 n'incluait pas près de 4,2 millions d'investissements, c'est-à-dire ceux liés au gymnase des Pré-aux-Bois. Quand vous dites les élus et les services techniques peuvent influencer les arbitrages budgétaires plus facilement, je vous arrête et je le redis. Nous ne sommes pas dans le cadre d'un budget, mais d'un constat. Soyez certains que tous les arbitrages budgétaires effectués sur les investissements, donc vraiment budgétaires, tiennent compte de notre volonté, et je pense de la vôtre également, de contribuer à une sobriété énergétique et à une meilleure qualité environnementale. Vous comprendrez bien que les objectifs environnementaux pour les futurs budgets ne sont pas dictés par cette formalité statistique. C'est un élément complémentaire qui n'apporte rien, si ce n'est de prendre du temps à nos équipes en charge du remplissage des tableaux. Je peux vous le dire parce que j'ai contribué aussi à comprendre comment elles le remplissaient. Et à votre question, à votre première question, quelle méthode d'évaluation a été choisie par la ville de Viroflay? C'est la I4CE, dont la notice d'application tient sur 150 pages. Plusieurs personnes du service des finances ont été formées sur cette méthode. Quant à votre question sur nos objectifs environnementaux, je peux vous affirmer qu'ils n'ont pas varié, mais que leur rythme d'intégration dans nos projets risque d'être freiné du fait de ces nouvelles considérations financières qui s'imposent brutalement, je le rappelle, à nous tous, et vous l'avez signalé dans votre question. Mais si cela est encore nécessaire, je vous redonne les objectifs environnementaux que nous sommes fixés à Viroflay. Réduction des consommations énergétiques, amélioration du confort thermique des bâtiments, produire une offre de logement vertueuse sur le plan environnemental, donner plus de place à la nature en ville et favoriser les mobilités non carbonées. Ils sont tous intégrés, ces objectifs, dans notre plan d'action depuis bien longtemps, bien avant que des bureaucrates nous imposent de nouvelles normes en matière de présentation de nos budgets d'investissement. J'ai reçu ensuite une question donc, de Cité, que je ne sais pas qui chez vous, c'est Benoît qui va nous la lire. Monsieur le maire, le 10 avril dernier, vous avez organisé un événement participatif à la MJV Philippe de Dieu-le-Veut, destiné aux 17-24 ans et intitulé « 2040, imagine ton Viroflay ». Cette réunion publique avait été précédée d'un questionnaire en ligne. Divers sujets étaient évoqués dans l'affiche annonçant cette réunion: mobilité, partage de l'espace public, environnement et transition écologique, culture, sport et vivre ensemble, urbanisme et habitat, innovation numérique et services connectés, développement économique local. Ces nombreuses thématiques vont participer à l'avenir de la ville pour les 15 prochaines années et il est pertinent de les partager avec tous les élus, conformément à l'engagement que vous aviez pris lors du Conseil du 13 mars 2025. Aussi, nous vous demandons de nous faire un retour sur le questionnaire et cette réunion en nous précisant notamment quels sont les souhaits des participants, quels sont les domaines qu'ils ont privilégiés et ce que la ville pourra faire pour y contribuer. Nous vous remercions par avance pour vos réponses. Bien, je vais confier la réponse à Bertrand Schneider qui est à l'origine du questionnaire et de cette initiative. Merci d'ailleurs pour l'intérêt que vous portez à nos actions.
L'année dernière, nous avons fait effectivement le constat que des jeunes viroflésiens âgés de 17 à 24 ans sont peu représentés dans les différentes actions de participation citoyenne que nous menons, qu'il s'agisse de consultations en ligne, de réunions publiques ou encore de groupes de travail. Alors pour y remédier, nous avons conçu avec certains d'entre eux, dont un est présent ce soir dans le public, une opération ITV 2040, Imagine ton viroflay, afin effectivement d'associer nos jeunes viroflésiens à la réflexion sur l'avenir de notre commune. Cette démarche participative s'inscrit dans notre volonté constante, et ce depuis toujours, d'ouvrir le dialogue démocratique et de construire ensemble, avec l'ensemble des viroflésiens, la ville de demain. Alors la première étape, effectivement, a consisté à l'organisation d'une consultation en ligne qui a suscité un intérêt, on va dire, limité, puisque 75 jeunes de 17 à 24 ans ont fait l'effort d'y répondre. Parmi ceux-ci, 4 répondants sur 10 étaient viroflésiens. Les autres se répartissent en 2 gros quarts, ceux qui habitent dans des villes de plus de 100 000 habitants et ceux qui habitent dans des villes de moins de 100 000 habitants. Les répondants sont principalement des étudiants. 42% des jeunes étudient dans une autre ville que celle dans laquelle ils habitent. Et 65% utilisent les transports en commun au quotidien pour se déplacer. Parmi les services les plus utilisés, ils nous ont mis en première position les commerces de proximité, ensuite les espaces verts et en troisième position les équipements sportifs. 67% des jeunes se déclarent plutôt ou très attachés à leur ville. 21% des jeunes participent occasionnellement ou régulièrement à des initiatives citoyennes. Ils sont 32% à se déclarer intéressés sans avoir encore franchi le pas pour participer. Et alors justement, les principaux freins à leur engagement, c'est d'abord le manque d'information et ensuite le manque de temps. Et concernant les formats d'engagement privilégiés, il y a les événements participatifs, et puis les projets collaboratifs, et enfin les consultations en ligne. La deuxième étape d'ITV, c'était effectivement cette soirée du 10 avril à la MJV. D'ailleurs, j'en profite pour dire que les participants ont tous souligné la grande qualité de la rénovation, ce qui nous a bien fait plaisir. 4 jeunes ont participé à cette soirée, organisée donc d'une part avec la présentation des différents résultats de la consultation que je viens de vous exposer, et d'autre part avec des échanges avec les jeunes présents sur l'engagement des jeunes, notamment de la génération Z. Alors on a pu en tirer plusieurs enseignements concernant cette génération. D'abord, l'engagement, il doit être ponctuel, visible et valorisé. Cette génération Z privilégie les actions concrètes dont elle peut mesurer l'impact rapidement. Deuxième enseignement, le lien intergénérationnel. Ils nous en ont beaucoup parlé, ça constitue une priorité collective pour eux, dans la mesure où finalement le faire ensemble transcende potentiellement les générations. Le seul point, c'est qu'il faut encore définir des lieux et des formats adaptés justement pour organiser ça. Et enfin, surtout, l'information, ça demeure le premier levier d'engagement pour les jeunes qui estiment ne pas recevoir l'information municipale sous un bon format, autant sur la forme que sur le fond. Alors, on réfléchit actuellement à des moyens pour transformer ces enseignements en actions concrètes. Une première initiative à voir le jour dans les prochains temps, c'est le lancement d'une communauté WhatsApp qui leur sera totalement dédiée, qui permettra donc aux jeunes de recevoir l'information municipale sous un format et via un canal qui correspond à leurs habitudes.
Voilà ce que je pouvais vous partager aujourd'hui. Et puis, bien évidemment, on vous transmettra le rapport détaillé de la consultation dans les prochains jours. Dès demain, on est en mesure de le faire. Voilà, ça n'a pas été un engouement de dingue, mais bon, ces jeunes-là sont compliqués à mobiliser. Voilà pour les 2 questions de réponse. Il est de tradition qu'à l'issue du conseil municipal qui se finit très tôt ce soir, Mme Kennel, c'est pas une habitude, hein. Souvent, ça peut être 21h30 hein, ou 22h au plus tard, mais là, j'allais dire 20h50. C'est exceptionnel. J'avais fait un pari sur l'heure de fin, mais là, j'ai perdu. Donc, il est tradition quand même, je vais prolonger pour arriver jusqu'à mon pari. Tradition de demander au public nombreux si ils ont des questions sur l'ordre du jour ou sur d'autres sujets. Pas de questions. Eh bien, écoutez. Vous me surprenez, Monsieur Porin. Ah, là, j'en reste quoi? Bien, eh bien, je vous remercie. Je vous souhaite à tous et à tous un bel été. S'il est chaud, essayez de vous rafraîchir. Et s'il est frais, essayez de vous réchauffer. Voilà. On se retrouve à la rentrée. Je vous rappelle que l'accueil des nouveaux arrivants se fait le vendredi 5 septembre en mairie à 18h, je crois. Et le forum des associations se tiendra le 7 décembre au gymnase, 7 septembre au gymnase Gaillon. Voilà pour les rendez-vous de ce début d'année scolaire. Merci à vous tous. Et